donc de Job4. Job4, on est une startup également spécialisée donc, dans le recrutement des profils donc plus axés sales et marketing. Et de manière plus marginale, on fait aussi des profils produits. Et historiquement, on faisait également les profils tech, mais on a arrêté de le faire. On a pris ce pivot de s'orienter sales et marketing. Donc, je pense que même si aujourd'hui, vous êtes dans des stades de recherche et développement, encore de développement produit, inévitablement, vous aurez besoin de recruter des sales. Donc, ce sera des informations précieuses pour l'avenir. Et dans tous les cas, je vous présente aussi un format plus généraliste et le process est assez équivalent pour d'autres profils tech. Donc pour ce faire, le programme de la session d'aujourd'hui, ça va être dans un premier temps de vous expliquer quel est le bon process le plus précis de recrutement à suivre. Et ensuite, il est intéressant de faire un zoom sur l'entretien. Finalement, comment bien orchestrer un entretien, comment se comporter, quelles informations extraire. Et en dernier lieu, plus rapidement, je vous proposerai donc une conclusion sur comment recruter, comment le recrutement en fait, va répondre à toute votre stratégie, tous vos objectifs commerciaux et marketing. Et avant de commencer sur le process de recrutement, j'aimerais en fait vous sensibiliser sur l'importance du côté humain et du côté recrutement. Donc c'est vrai que les humains, vous allez les retrouver, que ce soit du côté client, collaborateur, fournisseur ou même concurrent. Ça va être le nerf du business. Donc c'est vraiment une étape non négligeable de votre développement. Et d'ailleurs, je vous conseille d'aller, peut-être que vous le connaissez déjà, c'est un bouquin qui commence à avoir une petite notoriété dans l'écosystème startup, c'est la méthode Woo. Et en fait, ce bouquin explique comment trouver des A-players. Il y a une citation que j'aime bien, c'est que généralement, on embauche toujours qui nous sommes. Et c'est que finalement, les A-players vont recruter des A-players. Et malheureusement, les B-players risquent de recruter des C-players. Donc, le premier conseil que j'ai à vous donner, qui est d'une simplicité et d'une évidence importante, mais c'est de garder des critères d'exigence élevés et de maintenir ce niveau d'exigence pendant tout le recrutement en fait. Et d'ailleurs, si je fais déjà un focus sur les profils davantage sales, c'est une erreur de recrutement. Derrière, ça va être beaucoup de chiffre d'affaires qui va pas être généré. Ça va être colporter une mauvaise image de votre entreprise. C'est des leads qui sont ratés derrière. Finalement, en fait, c'est une accumulation de dettes qui va prendre différentes formes qui sera difficile à rattraper derrière. Donc, je pense qu'il faut bien ne pas négliger cette étape de recrutement dès le départ. Et puis, il y a d'ailleurs c'est pas la loi de Pareto de 80-20, mais là, c'est plus du 90-10. C'est que je pense qu'à peu près par expérience, 10% des candidats seulement que vous allez rencontrer vont correspondre au poste. C'est-à-dire que si vous commencez sur les 10 candidats que vous allez rencontrer, retrouver qu'il y en a 5 ou 6 de bien, c'est manifestement qu'il y a un problème dans votre process ou que vous n'êtes pas assez exigeant. C'est très très rare. Donc, pour commencer, donc le fameux process de recrutement. Dans un premier temps, je vais mettre l'accent sur la culture d'entreprise. Je pense que c'est important, avant même de penser à un recrutement, de bien définir cette culture d'entreprise pour 3 raisons. Je pense que la première raison, c'est qu'intrinsèquement, en fait, vous allez avoir des profils qui ont des fuites culturelles qui sont très très différents, que ce soit sur l'équipe tech, sales, marketing, etc. Donc c'est primordial en fait d'avoir une culture commune qui va permettre de fédérer tous ces gens-là autour d'un même projet. L'idée derrière en fait, c'est que ça va leur permettre sur le long terme de garder de la motivation et de la cohérence en fait dans cette entreprise. Le deuxième point sur l'importance de la culture aussi, je pense que c'est on ne va pas se mentir, dans l'écosystème startup, il y a un taux d'échec qui est quand même assez important. Et il faut un fil conducteur, je pense, comme seul moyen pour combattre l'incertitude. En fait. C'est un environnement qui est extrêmement mouvant et très incertain. Donc, si cette culture est solide et bien mise en place dès le début, ça vous permettra d'essuyer toutes les tempêtes auxquelles vous allez être confrontés. Et je pense qu'il y en aura beaucoup. Et le troisième point sur la culture, je pense que c'est le cercle vertueux de la culture, puisque forcément, si tu as une culture forte d'entreprise, tu vas réussir déjà à séduire des bons candidats, les fameux A-players dont parlait la Woo méthode.
Et c'est un cercle vertueux parce que tu vas permettre aussi d'enrichir des bons, enfin, ces bons recrutements vont aussi nourrir une forte culture et vice-versa. Donc, je vous conseille de ne pas négliger cette partie-là. Est-ce que vous voyez quand je bouge mes slides, là, ça bouge? Non, là, ça bouge pas. Ok. Là, vous êtes toujours sur... là, ça bouge? Non, toujours pas. Ok. Peut-être que tu les bouges à la mano sur le côté. Ouais, alors attends, ce que je fais. Alors, on va voir si ça fonctionne comme ça. Pour continuer, une fois que cette culture d'entreprise en fait est bien définie, c'est important de définir les objectifs business. Et en fait, l'idée, ça va être notamment grâce à, on entend souvent parler de la scorecard, ça va être de définir ces objectifs business et de les retranscrire ensuite, de les décliner en termes de besoins en ressources humaines. Donc, plus spécifiquement, en besoins soft skills et hard skills. Et donc, ça peut être parfois compliqué d'avoir la capacité de retranscrire les objectifs business, que ce soit les différents KPI de chiffre d'affaires, de nombre de clients signés ou simplement une roadmap précise sur les marchés à aller attaquer et tous ces objectifs-là. Et pourquoi pas y allouer un score derrière et pouvoir justement décliner les compétences. Et j'ai mis des exemples. Je ne sais pas si vous voyez la slide suivante sur les hard skills et les soft skills qu'on va souvent retrouver dans l'écosystème startup. Je ne sais Et pas si vous la non, voyez. non, on voit pas. Alors, attendez. Ouais, là, c'est bon. Là, c'est bon? Ouais. Comme ça, c'est bon? Là, ça Ouais. bouge? Ouais, là, ça bouge. Ok, super. Ok, super. Euh, donc, les exemples qu'on retrouve souvent, c'est bien déterminé. J'imagine que beaucoup d'entre vous vendent du SaaS en B2B, donc voir si effectivement vous allez avoir besoin de profils qui ont des hard skills, de vente complexe sur des cycles longs, à vendre du SaaS, à maîtriser Salesforce ou HubSpot ou tel type de CRM qui va avoir des compétences de référencement, SEO, SIA pour faire du growth hacking. Je vous ai juste cité c'est loin d'être exhaustif, les principales, et aussi décliner ça en termes de soft skills sur la bonne panoplie du sales qui va être forcément l'écoute, l'empathie, le fait qu'il soit assez résilient parce qu'il va évoluer sur des cycles de vente qui sont de 6 mois à 12 mois. Donc, c'est une forme de résilience qu'on peut aussi retrouver sur des cycles courts puisque pour enchaîner aussi un volume de closing et de cycle court, il faut faire preuve de résilience. Donc, je pense que ça mérite aussi d'être affiné et d'être précisé. Et là, notre valeur ajoutée aussi, c'est, comme je vous le disais, le recrutement des profils sales. Je ne sais pas si, j'espère que la slide a changé. Ouais. Ouais, c'est bon. Et donc, okay. Sur les profils sales, justement, on va en fait identifier deux stades, grossièrement pour vulgariser, deux stades d'évolution de la startup, soit sur de la startup ou de la scale-up. Et tu ne vas pas avoir besoin du même type de sales ou de collaborateurs sur une petite startup. On va aller chercher plutôt des profils qui sont des espèces de pirates, plutôt des builders qui vont être aussi entrepreneurs, qui vont savoir un petit peu tout faire du growth hacking, qui seront sur des cycles de vente complets puisque la boîte ne va pas être forcément très segmentée, très structurée. C'est aussi des profils qui sont très peu formatés, qui vont être sur des compétences hyper transverses, qui vont être capables de mettre en place des process, des méthodologies, utiliser différents outils de scrapping ou de hacker. Donc, je pense que si vous allez chercher un profil qui sort de Salesforce ou SAP, qui est extrêmement formaté grand compte et que vous l'envoyez sur une startup early stage avec beaucoup d'incertitudes, il risque de ne pas être pertinent et d'être totalement désarçonné.
Et justement, c'est ce que je vous souhaite, si vous arrivez à passer cette étape de scale et être sur une startup très structurée, là, vous pourrez aller chercher des profils qui vont vous permettre de faire du run sur une machine qui est bien huilée et bien processée. Et on en vient aux différents types de sales, à savoir sur le cycle de vente qui va se décomposer, où là, on est vraiment en plein taylorisme. On va chercher des gens avec des compétences beaucoup plus spécifiques, qui seront moins des pirates généralistes. Et tu vas aller chercher sur la première partie de ton cycle du SDR qui va te faire de la lead génération, qui va te qualifier du lead. Puis ensuite, vous allez pouvoir recruter des comptes exécutives qui, eux, sont chargés du closing, puis des compte managers ou des CSM qui vont être plus sur le développement de compte. Donc, il faut bien avoir en tête ce stade de développement avant de recruter vos sales notamment. Adapter donc ce profil au stade d'évolution de votre boîte. Et donc, vous serez plus sur du early stage et donc des profils polyvalents, pour résumer. Ce qui est important aussi, ça va être les cibles que cette personne a déjà adressées. Forcément, s'il est habitué à adresser du grand compte, si votre target est du grand compte, ça va sans dire qu'il va falloir aller chercher des profils qui ont l'habitude d'aller fréquenter ce genre d'interlocuteurs, qui vont être à l'aise sur des cycles longs, à faire de la vente plus consultative, où il va falloir distiller l'information assez progressivement, faire plus du lobby et comme je le disais précédemment, être plus résilient. Donc, il faudra axer sur ce genre de profil. Alors qu'à la différence, si vous allez adresser, par exemple, des restaurateurs ou ce qu'on appelle du CHR sur des cycles un petit peu plus courts, dans ces cas-là, il faudra adapter aussi vos sales à des gens qui vont avoir l'habitude de closer vite et rapidement, qui vont avoir peut-être plus des compétences, une forte énergie, une tchatch, et qui seront en tout cas des sales moins consultatifs. Donc, voilà, je pense que l'idée est passée. Ensuite, et là, on est déjà dans le process de séduction, c'est la fiche de poste. Et notamment la scorecard dont je vous parlais va vous permettre de définir cette fiche de poste. Ensuite, je vous parlerai des leviers d'acquisition. Donc, j'ai identifié 4 leviers d'acquisition pour aller chercher justement les candidats une fois que c'est bien clair, que vous savez qui aller chercher. Et en dernier lieu, terminer sur des exemples de process de recrutement. Donc, la fiche de poste, vous y avez tous été déjà confrontés moult fois. Donc, je pense qu'on peut passer assez rapidement dessus, mais les éléments principaux à retrouver sur cette fiche de poste, ça va être justement le pitch, donc avec des infos, une description précise et efficace de l'entreprise, quelques chiffres clés, pourquoi pas une levée de fonds, des indicateurs forts. Il y a notamment Welcome to the Jungle qui présente des fiches de poste qui sont impeccables. Ensuite, la mission qui soit la plus claire possible pour que le collaborateur puisse bien se projeter et que vous alliez attirer les bonnes personnes aussi. Donc, est-ce qu'il sera plus sur de l'opérationnel, de la stratégie? Est-ce qu'il aura besoin de recruter, de manager, etc. Sur les profils recherchés, généralement, les infos principales qui reviennent, ça va être le niveau d'expérience, de quel track record il doit avoir. Les compétences aussi attendues, quels sont les objectifs et les résultats que vous allez attendre de lui. Et ensuite, bien entendu, lui proposer un agenda, ou en tout cas un process bien clair, qu'il sache à quoi s'attendre. Donc, une fois que toute cette séduisante fiche de poste est mise en place et que vous savez exactement où vous voulez aller, je pense que je vais m'attarder un petit peu sur cette slide-là, parce qu'elle est hyper importante et c'est des outils en fait d'acquisition de candidats très concrets qui vont vous servir. Donc, je pense qu'il y a 4 canaux d'acquisition pour les candidats. Le premier canal qui est assez connu, ça va être donc les job boards. Les job boards comme AzertyJob ou Welcome to the Jungle. Je pense que c'est assez judicieux pour les profils juniors, puisqu'en fait, quand tu viens d'être diplômé, le réflexe, ça va être d'aller postuler sur ces différents job boards. Là où ça a moins de sens sur des profils plus seniors, puisqu'on va avoir malheureusement beaucoup de candidatures entrantes et pas mal de déchets, même s'il peut y avoir un trésor qui se cache. Donc, c'est quand même important d'avoir une job board
ne serait-ce que celle de Welcome to the Jungle, puisque c'est au-delà de la job board, c'est aussi la vitrine de votre entreprise où des prospects potentiels, clients, candidats, tout le monde peut aller voir justement les informations de levée de fonds ou se rendre compte un petit peu de l'atmosphère avec les vidéos des différents collaborateurs, etc. Donc ça reste un canal non négligeable, mais qui a ses limites. Je pense que le deuxième canal qui est très efficace, mais qui ne sera pas forcément pertinent pour vous si vous n'avez pas le budget, c'est de passer par un cabinet de chasse. Mais donc ça reste le plus efficace. Pourquoi? Parce qu'en fait, le constat, c'est que les meilleurs profils sont souvent en poste et que la chasse vous permettra d'aller accéder à toutes ces populations de profils qui n'auraient jamais postulé en fait, normalement chez vous. Et en plus de ça, c'est des gens qui sont plutôt dans une période de succès, qui sont en train d'atteindre leurs objectifs, voilà, qui sont dans une bonne énergie, dans une bonne synergie. Et ce sera des profils plus intéressants que la personne qui est au chômage depuis 2-3 mois et qui est dans une période un peu down. Donc, ce n'est pas forcément les meilleurs profils. Donc, à voir si, si à votre stade d'évolution, vous avez la capacité de vous faire accompagner. Sinon, il y a une autre possibilité, c'est de le faire vous-même. Et c'est donc la chasse en direct, où dans ces cas-là, vous allez pouvoir vous outiller. Et je pense que c'est une bonne solution pour vous aussi. L'outil phare, ça va être LinkedIn Recruiter. Donc, c'est la version payante. Là aussi, c'est une licence qui peut coûter un petit peu cher, mais c'est un outil qui est extrêmement puissant. Grosso modo, ça vous permet d'avoir un certain nombre de filtres qui vont être réglables et vous permettre d'aller chercher des profils très précis. Par exemple, vous voulez quelqu'un qui soit diplômé 2016, qui ait 4 ans d'expérience, qui parle mandarin et allemand, qui ait utilisé tel type d'outil, tel type de CRM, qui soit passé par telle boîte où vous pouvez mettre tout le mapping d'entreprise. Et ça va vous permettre de sortir une centaine ou 200, 300 profils extrêmement ciblés et super quali. Et vous allez pouvoir aller les adresser directement. Ce qu'on conseille pour les adresser, tout simplement un petit message sur LinkedIn. Il y a d'autres outils intéressants comme Prospecting qui vont pouvoir faire justement de l'email, donc des mails LinkedIn, donc automation, pouvoir mettre des séquences en place pour relancer ces candidats-là. Si jamais ils ne répondent pas, il y a un outil. Vous voyez toujours ma slide ou pas? Je vois qu'il n'y a pas. Ouais, c'est bon. Il y a un outil qui est okay, super. Il y a un outil qui est hyper intéressant, c'est Casper. Donc Casper, en plus c'est gratuit. Une extension Google qui va vous permettre d'aller justement cueillir les coordonnées du candidat s'il n'a pas forcément répondu. Moi, je vous conseille directement d'aller prendre son adresse mail, son numéro de téléphone. Voilà, si c'est un bon et que vous le voulez tout de suite, il ne faut pas hésiter à le call. Généralement, c'est assez bien accueilli. Vous prenez un petit peu de cours, vous pouvez définir un créneau ultérieurement, mais c'est un outil qui a fait ses preuves, Casper, et ça vous servira après aussi pour vos prospects et vos clients. Et ensuite, pour organiser tout ça, je vous conseille donc Trello. Trello qui est hyper efficace pour organiser votre pipe. Ça va, généralement, vous allez identifier tous les profils, les créer donc, dans votre tableau sur la colonne pipe de votre Trello, puis après mettre premier pré-screen, rendez-vous 1, rendez-vous 2. Ça vous permet d'organiser tout ça, de mettre des cartes candidats où vous rajoutez un CV, une photo, des informations. Et c'est gratuit, c'est hyper efficace, toutes les startups l'utilisent. Ce sera un allié de taille. Et ensuite, dans les bons outils, ça va être Yesware et HubSpot qui vous permettent, notamment pour la partie candidat, d'avoir un tracking d'email. Donc, dès que le candidat va ouvrir un email, vous avez une notification, paf, vous pouvez l'appeler ou le contacter par email. Ça vous permet d'être plus réactif et plus pertinent. Donc, voilà, pour la chasse en direct, vous avez tous les infos, tous les outils. Et il reste un quatrième levier d'acquisition candidat qui est aussi très efficace, c'est le referral. Donc, tout simplement, en plus, c'est basé sur une confiance mutuelle, donc c'est assez efficace. À chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, vous lui demandez s'il ne cherche pas du travail ou s'il ne connaît pas quelqu'un qui cherche du travail. Ça vous permet très rapidement de développer un réseau tentaculaire et de pourquoi pas proposer
des primes de cooptation de 1000, 2000, 3000 euros pour engager davantage les gens et avoir directement des candidats de confiance et assez quali à moindre coût. Voilà pour les 4 canaux d'acquisition. Une fois que vous avez réussi à identifier, contacter, rentrer en contact avec ces candidats-là, je vous propose donc de vous orienter sur quel process de recrutement mettre en place. Et là, en fait, c'est l'étape maintenant de séduction. Et ça commence directement après avoir établi la sélection. Et pourquoi je parle d'étapes bien précises? Parce que je pense que c'est intrinsèque au recrutement, c'est qu'il y a énormément de biais cognitifs et il y a un excès de subjectivité dans la capacité à appréhender les candidats et que mettre des étapes bien précises, ça va permettre de ne pas fonctionner seulement à l'intuition ou au feeling. Il y a un élément qui est important aussi, c'est de faire rencontrer plusieurs membres de votre équipe de façon à ne pas s'arrêter sur juste une affinité parce que cette personne-là est partie dans le même pays ou elle écoute la même musique ou je sais pas, beaucoup trop de biais cognitifs. Il s'agit de tendre vers plus d'objectivité. Un autre point que j'ai souligné, c'est la timeline. J'ai mis 2-3 semaines, je dirais que c'est même plutôt 3 semaines en moyenne. 3 semaines parce que donc il ne faut pas être trop précipité et risquer de faire une erreur et de prendre la mauvaise personne. Je pense que moins de 2-3 semaines, c'est compliqué de mettre le candidat dans des bonnes dispositions, qu'il ait le temps de bien appréhender vos services, de bien le retranscrire en entretien, que vous puissiez lui faire passer plusieurs étapes, faire rencontrer plusieurs personnes, être suffisamment sélectif. Et en même temps, dépasser 3 semaines, je pense que ça commence à être trop long, puisque forcément, vous êtes dans une dynamique de chercher la meilleure personne. Et cette personne-là va être sollicitée par beaucoup d'autres boîtes. Elle peut aller signer chez votre concurrent. Donc, dépasser 3 semaines, 1 mois, ça commence à être risqué de passer à côté de cette personne-là. Et je vous rassure, il y a de grandes chances, de gros risques que vous fassiez des erreurs de recrutement. C'est totalement inévitable. Donc, c'est pas forcément ce sera dramatique, mais c'est rattrapable. Après, il y a forcément toujours de la casse. Et je pense qu'il vaut mieux prendre un bon recrutement. Il vaut mieux perdre un bon recrutement plutôt que faire un mauvais recrutement. Il y a une phrase que notre CEO dit souvent, que j'aime bien, c'est s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et cette phrase s'est avérée assez vraie, puisque à chaque fois qu'on a eu un tout petit doute, peu importe de quel ordre, la personne n'a pas validé sa période d'essai ou ça s'est mal passé derrière. Donc, n'hésitez pas à maintenir votre niveau d'exigence, encore une fois, à stopper le process si vous ne le sentez pas. Maintenant, je trouve intéressant de vous présenter le process de recrutement de chez Job4, donc de chez nous. Ça vous permet d'avoir un exemple assez concret qui a fait ses preuves. Et ensuite, je vous montrerai un process de recrutement un peu plus généraliste. Donc, nous, ce qu'on met en place, c'est un premier call d'une vingtaine de minutes. Donc, pendant ce call-là, c'est donc assez classique. C'est les deux parties. Le candidat se présente, on se présente aussi. On explique, le candidat explique son parcours. Ce que j'aime bien parfois, c'est de le laisser assez libre, de poser un blanc contrôlé volontairement pour attester de sa capacité à avoir un discours assez structuré, à être plutôt cohérent, à ne pas faire trop de digressions. Et ensuite, pourquoi pas plutôt pitcher votre boîte à la fin en envoyant les indicateurs forts et à être dans cette période de séduction, puisque on a tendance à croire qu'il y a un rapport de force souvent en faveur de l'employeur, alors que je pense que comme vous essayez aussi de vous entourer des meilleurs, il vaut mieux être sur une optique d'égal à égal. Vous pouvez également, pendant ce pré-screen, ce pré-call, c'est ce call, de lui proposer de pitcher lui-même, par exemple, Job4, voir s'il l'a bien compris. À l'issue de ce call, vous lui envoyez un test de personnalité. C'est ce qu'on fait en tout cas. C'est un test de personnalité
assez rapide. Je pense que ce test ne doit pas être clivant. Ça vous permet juste de donner quelques tendances sur sa personnalité, plus axé sur les soft skills. Ça va commencer à valider le fit culturel. Donc l'idée, c'est de voir si il est sympathique, s'il a un petit sens de l'humour, que c'est sympa de pouvoir travailler avec lui. Dans le cas des sales, encore une fois, c'est voir s'il est plutôt attiré par sa capacité à aller générer un variable important. Aussi voir s'il est malin avec deux, trois devinettes, voir s'il est créatif aussi. Une fois que ce test non clivant est passé, surtout pour les juniors, et c'est ce qu'on fait chez Job4, je pense que c'est plus dans le cas à recruter des profils un peu juniors. Je pense que ces simulations commerciales devraient devenir la norme, puisque finalement, les jeunes diplômés, on n'a pas beaucoup d'éléments différenciants, à part peut-être un classement d'école ou des choses parfois un peu subjectives. Là, l'idée, c'est de tester justement sa capacité d'écoute. En fait, le contexte que vous lui posez, c'est vous faites passer pour justement le prospect impossible à closer, qui est bourré d'objections. Et lui, il fait donc le rôle du futur lui, le sales. Et vous lui pitchez avant la boîte pour voir s'il est en capacité d'écouter, de bien le comprendre, de bien restituer le pitch derrière. Ensuite, vous lui mettez un maximum d'objections, voir dans quelle mesure il peut être résilient, traiter toutes ces objections-là, voir s'il est malin et qu'il arrive à rebondir facilement, voilà, s'il est créatif. Enfin, je trouve que ça donne énormément d'éléments. Parfois, on a des candidats qui font un entretien un peu… on n'est pas forcément convaincu pendant l'entretien, il se révèle pendant cette simulation commerciale et inversement. Donc, voilà, je conseille fortement cette étape-là. Une fois qu'il a validé cette étape-là, nous, alors, chez Job4, on lui envoie aussi un test de hunting ou sourcing où on lui pose un contexte, on lui dit d'aller sourcer 3 candidats issus, par exemple, de la fintech. Voilà, et on lui demande ensuite d'expliquer pourquoi il a choisi ces candidats-là et de débriefer, de défendre ses candidats. Mais ça, c'est vraiment propre à Job4. Vous n'aurez pas nécessairement besoin de cette étape-là. Et ensuite, si tout s'est bien passé, c'est important de lui faire rencontrer toute l'équipe. Ce sera facile pour des boîtes early stage qu'il ait l'occasion de rencontrer tous les membres de l'équipe et qu'il est nécessaire en fait que le nouveau collaborateur fasse l'unanimité en fait. Donc autour d'un apéro, quelque chose d'informel, de valider justement le fit équipe. Et ensuite, la dernière étape, c'est donc la propale. Un petit tip sur cette propale, je trouve que c'est intéressant de lui faire la propale à l'oral pour tester sa motivation, tester sa réaction. Généralement, il va rester assez professionnel, assez stoïque, et derrière de le baquer par écrit. Voilà, un autre tip, ce qui est intéressant, c'est de lui proposer à l'avance le planning du process. Si le premier call s'est bien passé, avec une possibilité bien sûr d'annuler à tout moment si quelque chose se passe mal dans le process, mais ça lui permet d'avoir pour le candidat de la visibilité, pour vous, ça vous permet d'attester aussi le fameux time to hire et de voir combien de candidatures vous allez pouvoir gérer. Donc, c'est toujours intéressant. Et un autre élément important, c'est de savoir aussi être agile et adapter votre process de recrutement en fonction du profil et surtout en fonction de la situation. Donc, si vous sentez que dès le départ, vous êtes ultra convaincu par ce profil et qu'il va être très sollicité par les autres boîtes, pourquoi pas savoir accélérer, supprimer une étape, contracter les étapes dans le process. Ça peut être intéressant pour être capable de lui faire la propale en premier et d'être sûr de verrouiller ce candidat-là. Après, cette adaptation forcément comporte des limites. Déjà, c'est pas forcément extrêmement éthique de favoriser un candidat par rapport à un autre. Donc, ça peut être assez inégal. Et en plus de ça, contracter trop le process, comme je vous le disais avant, ça peut vous amener à prendre des décisions qui peuvent être précipitées. Donc, c'est important aussi d'avoir un socle ou un base de référence, en tout cas en commun, pour pouvoir bien comparer dans les mêmes conditions. Donc, voilà pour l'exemple Job4. Là, je passe un peu plus rapidement sur un exemple plus généraliste. Donc, grosso modo, c'est un petit peu la même chose où j'ai rajouté quelques étapes
pareil pour le premier call, un test de personnalité envoyé à l'issue qui peut être différent. Il y a un test qui tourne bien en ce moment qui est le test Assess First. Par contre, c'est un test payant, mais c'est une centaine de questions qui permettent de dessiner des traits de caractère et qui est difficile à truquer puisque le candidat doit répondre assez rapidement, spontanément. Et en fait, les mêmes questions, peut-être que certains d'entre vous ont déjà passé ce test-là, les mêmes questions sont reposées, formulées différemment, donc c'est difficile à truquer. Et le temps de réponse aussi, si vous essayez de le truquer, est comptabilisé ou pris en compte en tout cas dans le résultat final. Voilà, une fois que ce premier call est passé, c'est intéressant de lui faire rencontrer un autre interlocuteur, un manager par exemple, et un entretien plus poussé sur le parcours pendant 1 heure où expérience par expérience, vous allez creuser et prendre systématiquement ce réflexe de creuser un maximum et de permettre au candidat, s'il ne le fait pas naturellement, de contextualiser un maximum ses expériences. À l'issue de ça, et ce qui va remplacer, je pense, la simulation commerciale, c'est lui envoyer un business case. Et en fait, le process de recrutement là, que je suis en train de vous présenter est intéressant pour des profils un peu plus seniors, plus stratégiques, plus complexes. D'où le business case qu'il aura l'occasion ensuite de présenter, pourquoi pas encore un autre membre de l'équipe ou 2 managers. Et la présentation de ce business case peut être en partie en anglais pour valider aussi cette partie-là. Ou encore une fois la simulation commerciale si c'est un junior. Et ensuite, une fois que tout ça est convaincant, vous lui faites rencontrer donc vous-même les co-founders. Et pareil, une rencontre plus informelle autour d'un apéro. Et une autre étape, ça va être la prise de référence. Sur la slide suivante, et là on arrive déjà quasiment au closing du candidat, c'est lui demander de citer facilement, même plus que 3 références, hein. Ça peut être une dizaine de... C'est-à-dire que ça va déjà être des warnings si le candidat commence à bégayer, naturellement il n'est pas capable de sortir facilement des... C'est pas forcément que des C-level, ça peut être des managers ou même... Enfin, c'est plus quand même des managers. En tout cas, voilà, il doit être capable de facilement sortir des noms. Sinon, c'est assez inquiétant. Une fois cette prise de référence validée, comment proposer la bonne rémunération, la rémunération adéquate au profil. Déjà, je pense qu'il est important de demander au candidat sa rémunération actuelle. D'essayer de... Il y a quelques tips pour voir s'il est en train d'essayer de vous mentir. Vous pouvez spontanément lui demander, bon, bah, alors, sur ce brut annuel, qu'est-ce que ça fait en net mensuel? Vous voyez s'il répond spontanément. Et derrière, vous lui proposez une rémunération qui est légèrement au-dessus, de manière à le séduire. Si vous n'êtes pas dans la capacité de le faire, que vous n'avez pas forcément le budget, vous pouvez aussi proposer des alternatives qui seraient explicitées dans le contrat, d'augmentation si les objectifs sont atteints à l'issue de la période d'essai ou dans X mois. Et pourquoi pas aussi lui proposer des intéressements, des BSPCE, aussi, je pense, à l'issue de la période d'essai ou de X temps. La tendance qu'on voit dans la répartition des salaires, là encore une fois, plus sur les business développeurs, sur les sales, c'est une répartition à 60-40 ou 70-30. 60-40 pour les plus juniors, 70-30 sur des sales managers. Là, je préfère pas vous donner de valeur monétaire, puisque ça va vachement évoluer ou différer en fonction du business model, du marché. Le variable va aussi beaucoup changer en fonction de la longueur des cycles, en fonction des KPIs ou je pense que ce serait risqué de donner une valeur, mais c'est important d'avoir une tendance. D'ailleurs, je ne vois pas trop le chat, mais n'hésitez pas à réagir si vous avez des questions à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, ouais, j'avais écrit aussi proposer des primes d'équipe qui peuvent être motivantes sur le variable. Et à ces étapes-là, il faut vraiment se poser avec lui pour, surtout si vous êtes en early stage, de bien définir ce variable, voir dans quelle mesure il est atteignable. D'ailleurs, pendant le process aussi, n'hésitez pas à lui faire une démo client, à lui faire tester l'outil que vous vendez pour qu'il puisse se projeter au maximum, puisque l'idée, c'est pas juste d'attraper un très bon candidat, c'est
d'avoir une bonne rétention candidat derrière, que ces personnes s'inscrivent dans le temps. Et ensuite, donc, la propale. Donc, voilà, comme je l'ai dit, pourquoi pas une propale orale puis écrite, mais je pense qu'il faut être, ça peut être judicieux d'être le premier à dégainer la propale. Voilà pour cette partie du process. Ensuite, je vous propose de faire un zoom sur l'entretien. Donc, quelles informations extraire en fait de cet entretien. Donc, cet entretien-là, ça peut être le pré-call dont je vous parlais ou l'entretien plus poussé. Et le format sera un petit peu identique. L'idée, en fait, c'est que le candidat, pour les candidats bons, sont capables de contextualiser et de donner toutes les informations en fait, sans qu'on ait besoin quasiment de poser de questions. Les très bons candidats, ils vont dérouler tout leur parcours de manière cohérente. C'est un bonheur à écouter. On n'a pas besoin de poser de questions. Mais s'il y a encore des zones d'ombre à éclaircir, il y a un bon réflexe, c'est le pourquoi. Pourquoi tout le temps creuser, voilà, essayer de contextualiser. Voilà, alors tu étais le top performer sales où tu atteignais 120% de tes objectifs. Ah ok, mais dans quel contexte tes collaborateurs, en fait, ils étaient tous, on peut l'apprendre après, ils étaient tous à 200% et en fait, on se rend compte que le sales n'est pas si performant que ça. Donc, l'importance de donner du contexte. Voilà, ensuite, j'ai listé les informations que vous devez obtenir, encore une fois, sur un cadre recrutement sales, donc sur voilà, son business model, le panier moyen, les cycles de vente, etc. Tous les KPIs, donc c'est vraiment prendre le réflexe d'obtenir en fait ces résultats concrets et chiffrés, qu'il les donne naturellement ou vous alliez les chercher. Aussi, savoir s'il a managé les interlocuteurs, est-ce que c'était du C-level, est-ce que c'était des startups, voilà, quel genre de cible il adressait. Et il y a un élément qui est hyper pertinent, c'est à chaque fois de connaître la raison du départ. Il y a des bonnes et des mauvaises raisons de départ. Je pense que en fait, l'idée, c'est de pouvoir voir s'il s'est fait virer ou s'il est parti volontairement. Sur les bonnes raisons de départ, ça va être, on le retrouve beaucoup aussi dans notre écosystème, des profils qui sont finalement des builders, donc qui arrivent à un stade où ils ont suffisamment construit et l'entreprise roule sans eux. Ils ont envie de repartir sur une autre aventure pour reconstruire et permettre à une boîte de scaler. Ça, je trouve que c'est une bonne raison de départ. Simplement, il y a une autre bonne raison de départ, c'est juste que la personne est restée suffisamment longtemps. En startup, ça peut être une expérience validée, c'est 2 ans, je pense, au minimum. Après, ça peut être entre la moyenne qu'on voit, c'est entre 2 et 5-6 ans. C'est vrai qu'après 6 ans, ça peut peut-être être un manque de curiosité, un manque d'adaptabilité, peut-être quelqu'un qui reste dans le confort. Encore une fois, c'est assez relatif, ce n'est pas des règles absolues. Et ensuite, une autre bonne raison de départ, ça fait un petit peu écho avec la première, c'est une boîte qui est justement trop structurée et quelqu'un qui ne se retrouve plus dans la culture d'entreprise où ça commence à ressembler plus à un grand groupe très, très processé. Une raison malheureuse, mais qui n'est pas une mauvaise raison, ce serait un licenciement économique ou juste une boîte qui coule à cause du confinement, par exemple, ce qu'on retrouve pas mal en ce moment. Voilà, autrement, pendant cet entretien-là aussi, à chaque expérience, demandez-lui de quoi il est fier et quelles sont ses erreurs. Normalement, un bon candidat trouvera aussi facilement des erreurs. Voilà, il y a une question que j'aime bien, c'est lui demander pourquoi il aime son job aussi. Et on voit rapidement si c'est un vrai passionné ou s'il sort des réponses bateau pour satisfaire l'interlocuteur. Et après, un point qu'il faut absolument éclaircir avec lui, c'est son projet de carrière pour voir s'il va s'inscrire aussi chez vous dans le temps et de voir vraiment ce qui le motive, s'il correspond bien finalement à votre entreprise, s'il peut y avoir une affinité. On l'a abordé avant, mais connaître sa rémunération. Je trouve que c'est intéressant de tester son
l'écrit aussi, vous le voyez rapidement à travers les différents mails. Pourquoi pas lui proposer donc, une partie de ce business case à l'écrit et le tester rapidement sur l'anglais. Il y a pas mal de startups d'entreprises en fait, qui oublient un peu cette partie-là. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être Shakespeare pour en 3-4 minutes lui demander de parler de sa dernière expérience en anglais, voir s'il sera capable d'aller ouvrir des marchés internationaux. Il y a un red flag aussi qui revient parfois, c'est les candidats qui vont cracher sur leur manager ou cracher sur leurs anciennes entreprises. Ça, c'est quand même, quand c'est fait sans aucune explication, c'est un warning assez important. Donc, je pense qu'il faut s'en méfier. Voilà, sur l'entretien, n'hésitez pas après à rebondir dessus si vous avez des questions à ce niveau-là. Et ensuite, alors plus pour, on arrive vers la fin. Les tips, allez, je vois que je suis à 48 minutes. Vous dites si c'est un petit peu long. Quelques tips, bah, c'est voilà, pour répéter un petit peu ce que j'ai dit avant, c'est dès le début pour se démarquer et pour donner envie aux candidats, avoir un process séduisant dès le départ. Optimiser aussi l'expérience candidat, c'est-à-dire aller au-delà en fait de juste la simple marque employeur et proposer en fait directement ou expliquer l'évolution et la projection du candidat dans la boîte. En fait, il faut avoir en tête que rien n'est acquis et que vous pouvez toujours perdre ce candidat-là. Donc, je pense qu'il faut aussi le ménager un maximum et aussi le respecter dans le no-go aussi. Lorsque vous mettez un terme au process, c'est le faire proprement puisque chacun de ces candidats peut être un potentiel client derrière, un potentiel prospect. Ça m'est arrivé d'ailleurs assez récemment où un de nos anciens candidats qui a monté une boîte et aujourd'hui on recrute pour lui. Et puis ça permet d'entretenir un réseau de qualité aussi. Voilà, après sur la timeline, on en a déjà parlé, c'est être réactif. Ne viser que la quantité, pas forcément la qualité. Je ne vais pas revenir sur l'erreur de recrutement et le manque à gagner. Il y a pas mal d'études, de calculs qui ont été mis. Il y en a qui parlent de 80 000 euros, 100 000 euros de perte, de manque à gagner sur une erreur de recrutement. Et dernier point, c'est d'anticiper un maximum. On est sur des périodes de préavis d'environ 3 mois. À partir du moment où vous décidez de recruter, le temps de faire votre scorecard, fiche de poste, d'aller acquérir tous vos candidats, de rencontrer suffisamment de candidats, il va se passer 2-3 mois plus les 3 mois de préavis. Donc, la personne peut commencer dans 6 mois. Donc ça peut être assez long. Donc, on vous conseille vraiment d'anticiper. Voilà, je suis en train de dépasser un petit peu le temps, je crois. Donc, après ces tips-là, je vais passer rapidement sur cette partie-là. Voilà, c'est comment le recrutement peut répondre à vos objectifs commerciaux et market. Il y avait un chiffre assez criant. C'est donc que 32% seulement des managers en France estiment que leurs équipes sont alignées par rapport aux objectifs stratégiques de l'entreprise. Donc, c'est quand même un chiffre qui est assez alarmant. Et il est important que tout le monde soit raccord pour que la boîte puisse prospérer. Et voilà, je pense que je vais terminer sur ça. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vois que vous êtes 30 à être connectés. Et j'ai pas la... Alors, je vais revenir sur le chat. Moi, j'ai une question à poser. Oui, donc j'ai plutôt 2 questions. La première, c'est juste pour venir sur un point. Pourquoi une personne en poste serait plus attrayante qu'une personne au chômage depuis quelques mois? Parce que moi, je considère qu'une personne qui est au chômage, au contraire, elle peut être beaucoup plus motivée à faire le travail qu'une personne qui est en poste. Je trouve que c'est une bonne question et ça peut être un sujet clivant. C'est plus par expérience. En fait, on s'est rendu compte que la personne qui est en poste était davantage en succès et elle est dans une dynamique de travail quotidienne et du coup, elle est meilleure en entretien. Mais
absolument pas une vérité absolue. Et heureusement, il y a des excellents candidats qui sont au chômage ou qui sont en recherche d'emploi. C'est plus une tendance lorsque tu n'as pas le temps et que et tu dois recruter rapidement, et tu vas plutôt aller directement chasser des gens en poste. Je ne sais pas si ça répond à ta question, et moi je suis ouvert sur le sujet aussi. Okay. Et il y a beaucoup d'exceptions. Ben, du coup, ma deuxième question, c'est aussi au niveau du recrutement. Est-ce que ce serait intéressant aussi de recruter des personnes qui n'ont pas forcément les compétences? Par exemple, comme en Angleterre, où ils recrutent des personnes qui ont fait une fac d'histoire et c'est de très bons éléments quand même. Et ça, Ouais. ça se fait pas trop en France, par contre. Mais est-ce que ça pourrait être quand même intéressant juste de recruter quelqu'un en se basant sur le fit, de se dire que c'est une personne qui veut apprendre et voilà. Et tu parlerais de quelqu'un qui vient d'être diplômé? Quelqu'un qui vient d'être diplômé ou bien quelqu'un qui, par exemple, a été licencié, c'est un poste, je sais pas, en marketing, mais il s'est rendu compte que c'était pas du tout ce qu'il voulait faire et qu'il veut shifter complètement, et donc il se forme à ce niveau-là. Est-ce que tu as, un exemple concret en Je n'ai tête pas d'exemple concret, non. Je pensais que tu avais un candidat avec un bon potentiel. Non, je ne recrute pas en ce moment. C'est juste pour prévoir. Okay. Je pense que, bien sûr, c'est faisable, mais c'est une prise de risque. En fait, aller chercher quelqu'un qui a déjà un track record un peu similaire, ça va te permettre de diminuer l'incertitude, d'avoir quelqu'un qui est opérationnel directement, qui est efficace. C'est peut-être discriminant, mais si tu es dans une logique de croissance et de business, ça te permettra d'être certaine quasiment d'avoir quelqu'un de pertinent derrière. Moi, je suis aussi très partisan de l'école d'aller chercher des gens qui ont la tête bien faite, qui ont une culture différente, qui ont un paradigme et une vision des choses différentes, mais il va falloir que tu passes plus d'entretiens, que tu en rencontres davantage avant de trouver la bonne personne. Mais c'est aussi très intéressant de miser sur des potentiels, sur les jeunes diplômés que tu vas pouvoir, peut-être toi à ton stade, en plus embaucher quasiment en tant que co-founder ou avec lesquels tu vas pouvoir te former et grandir avec eux. Je ne sais pas exactement à quel stade tu en es d'évolution dans ton entreprise, mais à ta place, je ne serais pas fermé à cette idée-là, mais je ne le préconiserais pas forcément non plus. J'espère que ça répond à ta question. Okay. Oui. Dans une logique d'efficacité, en tout cas, je ne le conseillerais pas. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il y a une question de Marc dans le chat. Alors, je ne sais pas où est le chat. En bas, tu as conversé. Sinon, je te la lis. Ou Marc, si tu veux la poser toi-même. Oui, pardon. Non, c'était une ancienne question. C'était juste pour... bonjour, pardon. C'était juste pour demander si tu recommandais de faire des NDA, notamment si montrer le produit, c'est quelque chose d'assez... d'un peu secret, entre guillemets. Mais j'imagine que oui. Ouais, alors moi, je recommande de faire une démo client. Ça permet aussi de challenger ton produit. Je ne sais pas à quel stade tu en es là. Mais, nous, on est en début de client. Ok, je pense que à ce stade-là, c'est pas confidentiel. Hein. L'objectif, c'est justement d'évangéliser ton produit. Tu prends pas de risque du tout. Au contraire, je pense que c'est une très bonne idée de le montrer en milieu de process. Ok. J'ai une autre question du coup. Ça concerne notamment le recrutement de stagiaires ou alternants. Ouais. Est-ce que, c'est quoi la bonne façon entre guillemets de refuser par exemple des stagiaires ou des alternants qui sont encore en tout début d'études? Pardon, dans ma startup, on est une toute petite équipe et je me dis c'est vraiment trop risqué de prendre un très jeune stagiaire ou un jeune alternant parce que peut-être qu'au début il aura besoin de trop d'aide et que ça sera trop chronophage, alors que prendre un stagiaire en fin d'études, par exemple, sera plus efficace et opérationnel. Effectivement, ouais, je te conseillerais un stagiaire le plus expérimenté possible. Hein. De toute façon, si tu avais le budget, je pense que tu prendrais un CDI. Oui. Et comment tu peux lui dire gentiment que, en fait, sois honnête, le plus transparent possible. Tu n'as pas assez d'expérience et c'est pas discriminant, ça remet pas en cause la personne. Mais est-ce que, par exemple, tu recommandes de faire quand même un appel pour tester les compétences ou il faut juste se dire, rien qu'en voyant le CV, on se dit, il n'a pas les compétences, c'est sûr? Tout dépend le nombre de candidats. Est-ce que tu as beaucoup de candidatures en ce moment? Est-ce que tu as en face des gens qui sont
aussi plus qualitatif. Si tu n'as vraiment rien, je te conseillerais d'appeler cette personne, oui. Ok. Non, mais Ou c'est d'aller, un candidat spontané. J'ai pas encore commencé ma campagne de recrutement. Justement, j'attendais un petit peu la fin ah, d'année. Mais je te conseillerais d'aller chasser, en fait, d'aller hmm, les chercher toi-même, d'aller sur LinkedIn, même si tu n'as pas les moyens de prendre LinkedIn recruteur. C'est en fonction, tu peux commencer à faire des mappings d'entreprises qui te plaisent et aller les chercher avec Casper, si tu veux, leur envoyer des messages LinkedIn. Je pense que tu dois déjà avoir en tête des compétences précises et bien définies, ouais, importantes pour ton business. ouais, très défini. Bah, pour le coup, c'est du recrutement tech, donc je vois très bien ce Ok. qu'il me faut parce que je suis tech aussi. Ok. Euh, Alors, moi, ma valeur ajoutée sur les tech, je n'ai jamais recruté de tech, mais le process, la démarche, le mécanisme est le même. Et je te conseillerais d'aller les chasser dans les boîtes qui te plaisent. mhm. Euh, Et est-ce que tu recommandes de contacter des écoles, par exemple d'informatique ou d'ingénieurs, et leur demander s'ils proposent des stagiaires ou de faire circuler des fiches de poste en interne, ou c'est quelque chose qui est peut-être pas efficace? Ça peut être intéressant, mais là, encore une fois, tu vas avoir beaucoup de volume à traiter. Alors, est-ce que Hmm. tu as le temps de le faire ou est-ce que tu préfères te consacrer à ton corps de business? Ok, Euh, mais je pense que tous les canaux sont bons puisqu'il y a des trésors qui se cachent partout, mais le plus efficace reste la chasse et le referral. ok. Voilà. J'espère que ça répond à ta question. Et après, Merci. je sais que sur les profils tech, c'est hyper intéressant de faire des tester sur les hard skills. Et en plus, tu peux le faire beaucoup plus facilement que chez les sales. Ouais. Où les sales, tu as beaucoup de subjectivité. Toi, tu vas te baser sur est-ce que la ligne de code est bonne. Donc, c'est quand même Hmm. plus facile pour toi de recruter. Ouais, bah, ça prend du temps aussi, hein. Ouais, j'imagine. Ok, Complètement. merci. Je t'en prie. Je regarde sur le chat s'il y a d'autres questions. En fait, je n'ai pas du tout regardé pendant que je parlais. Merci. Moi, j'ai une petite question, mais c'est un peu pour rebondir sur la question précédente concernant les stagiaires. Là, on parlait des stagiaires plutôt dans la tech. Stagiaire sales, c'est quelque chose qui est jouable pour toi ou c'est quelque chose qui n'est pas possible? Tout à Surtout fait. quand on n'a pas de profil sales en interne déjà. D'accord, ok. Ouais, ton premier sales en stagiaire, alors c'est peut-être un petit peu risqué, mais par exemple, chez Job4, on a des stagiaires, on a 2 très bons stagiaires qui sont sales, qui ont déjà une expérience de 6 mois de sales avant. Si ton budget ne te le permet pas, moi, je te recommande chaudement de prendre des stagiaires sales. Il y a des très bons éléments. Là, tu vas te baser justement sur ce que je disais, la simulation commerciale. N'hésite pas à hésiter à les challenger, à les bousculer vraiment pour voir ce qu'ils ont dans le ventre, pour ne pas faire une erreur. Et puis après, sur ton recrutement de stagiaire, c'est quand même moins risqué pour toi. Euh, Ça va engager moins de frais et je te conseille d'ailleurs d'être plus réactif, c'est-à-dire que là, tu peux faire un process plus rapide. Tu peux closer un stagiaire en moins de 2 semaines. Donc, ça te permet aussi d'avoir Et du coup, tu les chasses où? les stagiaires, bah, directement, tu peux faire ton mapping d'école de commerce ou d'université en fonction de les entreprises par lesquelles ils sont passés aussi. Et je ne sais pas si tu as si tu es sur Welcome to the Jungle ou tu peux déjà avoir des candidatures de stagiaires et commencer à en rencontrer. Est-ce que Non, tu es. j'ai pas encore fait le, j'ai pas encore fait ça. En fait, j'étais très frileux à prendre des stagiaires sales parce que justement, moi, je suis pas un profil sales et j'en ai pas. Et comme je suis solo pour l'instant, voilà. Mais je me rends compte que de toute façon, si j'ai pas quelqu'un, si j'ai pas des gens pour m'aider en sales, ça va pas le faire. Donc, Je pense que ouais, tu as une vision assez clairvoyante et si tu peux te le permettre, prends un CDI en sales. Est-ce que tu peux te le permettre ok. en termes de budget? Non, pour l'instant, je peux pas. Je peux pas parce que voilà, je suis tout au début, mais Je ne sais pas si même tu es à une étape peut-être de lever de la love money ou en seed. Et ce qu'on répète aussi souvent à nos clients, c'est que le sales, et tu vas beaucoup l'entendre, hein, le sales, c'est pas un centre de coût, mais ça reste un investissement. Donc là, en ce moment, tu es peut-être en train de louper des opportunités business, du chiffre d'affaires, des leads. Euh, Peut-être que ça vaut le coup d'aller chercher les fonds pour trouver ton premier sales CDI avec un peu d'expérience. ok. Ok, merci. Je t'en prie. Du coup, juste pour rebondir aussi rapidement,
tu conseilles de recruter finalement en sales dès qu'on a le budget suffisant pour le faire, étant donné que ce n'est pas vraiment en effet un poste de coût, puisqu'il est censé rapporter plus que ce qui coûte. Dès qu'il y a le budget, pour toi, il faut partir sur un sales. Il n'y a pas un timing, par exemple, dans les process ou quelque chose comme ça qui pourrait donner un bon top départ pour le recrutement d'un premier sales? Je pense qu'il y a une roadmap, quand même, un ordre à respecter. C'est que, je ne sais pas, toi, a priori, peut-être que tu vends un produit tech, c'est ton premier recrutement. Alors, c'est peut-être toi-même le cofondeur, le tech. Si ce n'est pas toi, c'est d'aller chercher un tech, de finir ta R&D, ton développement produit. Et le deuxième recrutement, pour moi, le plus important, c'est le sales. Et en troisième, je dirais que c'est le marketing. Et je n'ai pas envie de faire une hiérarchie clivante, etc. Et le quatrième, ce serait peut-être quelqu'un qui sera un product owner ou product manager. Tout dépend aussi de ton business model. Il y a pas mal de variables qui rentrent en compte. Et je pense qu'effectivement, le sales, il faut le recruter très tôt dans ton évolution. C'est lui qui va te permettre aussi de tester s'il y a de la traction sur ton marché. Peut-être que toi, tu es moins à l'aise à le vendre. Je sais pas, il faudrait que tu me donnes aussi des éléments de contexte. Ouais. Non, on a déjà des sales dans l'équipe fondatrice. Okay. Mais c'est vrai que c'est assez alléchant, enfin, étant donné qu'il vend le produit normalement à partir du moment où on considère qu'on peut lui donner les moyens de le vendre suffisamment, bah, il est censé nous rapporter toujours plus que ce qui nous coûte. Et donc du coup, c'est exactement ça. Ouais. Toujours du mal à me demander pourquoi est-ce qu'on n'en recrute pas un tout de suite, quoi. Finalement, dès qu'on a suffisamment pour le payer les 3 premiers mois, c'est-à-dire sa formation, derrière c'est rentable, quoi. Si tu vois, déjà tu en es convaincu, à toi de t'évangéliser en interne de ton entreprise et tes péchés pour toi. Ouais, mais donc il n'y a pas un dicton là-dessus qui dirait le contraire. Non, vraiment pas. Au contraire. Top. Ok, bah merci. Je t'en prie. Du coup, j'ai une autre question. C'est plus pour avoir ton opinion sur un sujet. Quand tu fais une société tech, dans laquelle tu développes un produit tech, une app ou autre, j'ai cru en comprendre que si tu n'avais pas dans ton équipe fondatrice, et en tout cas associé avec pas mal de pouvoir, un CTO, un tech, c'était hyper embêtant par rapport à une levée ou par rapport à aller chercher des fonds. Toi, de ton côté, t'en penses quoi? Je suis plutôt d'accord avec toi. Si le corps de ton métier, c'est la tech et que tu n'as pas de CTO avec un track record un peu impressionnant ou un business model solide, ça va être compliqué d'aller trouver des investisseurs. Quelle est la configuration de ta boîte? En fait, moi, j'ai été CTO d'une boîte parce que je suis tech et j'avais 5% des parts et on a raté une levée parce que justement les investisseurs considéraient que j'avais pas assez de parts et que j'allais être dilué et que par conséquent on ne pouvait pas avoir une boîte tech dans laquelle le CTO n'avait pas une grosse importance. Et aujourd'hui, moi je suis en train de monter un autre projet qui est aussi un peu autour de la tech, mais moi je ne me présente pas en tant que CTO même si j'ai des compétences techniques. Et du coup me dire finalement j'ai les compétences pour pouvoir justifier le fait qu'il n'y ait pas de CTO pour le moment. Parce que j'ai un background tech et parce que j'ai déjà fait de la tech. Est-ce que ça va être un frein pour moi par la suite? Est-ce qu'il ne faut pas que j'anticipe en me disant je fais monter un CTO assez rapidement pour pouvoir gérer ce point-là, quoi. On va trouver aussi de nombreux contre-exemples de co-founders qui sont plus de background sales, marketing, qui ont réussi. J'aurais du mal à t'apporter une réponse à ce niveau-là. Je pense que ça aide effectivement d'avoir un CTO pour lever des fonds. Que le CTO soit un des co-founders. Ou que tu es un CTO assez qui rentre rapidement dans l'aventure. Il y a beaucoup de cas assez différents, donc j'avoue que j'aurais des difficultés à te répondre.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois qu'on est... on est combien, là? Moi, j'ai des questions qui sont un peu spécifiques à mon cas. Je ne sais pas si je peux les poser. Ouais, je vois pas ton Caroline. prénom, qui parle. Du coup, en fait, moi, là, pour l'instant, j'ai pas du tout fait de process de recrutement. Je suis toute seule sur mon projet, mais je travaille avec 4 personnes, 2 qui sont en freelance, donc je paye quand j'ai besoin d'elles, et puis 2 qui pour l'instant sont bénévoles. Et du coup, je me pose un peu la question de est-ce que à terme, je vais embaucher ces personnes qui sont bénévoles, ou alors est-ce qu'on va se poser la question de s'associer, ça c'est encore une autre question. Mais sinon, est-ce que c'est à moi d'anticiper en fait et de leur proposer un salaire pour, je sais pas, pour m'assurer que je vais garder ces personnes, ou est-ce que, en fait, je sais pas trop comment aborder la question du bénévolat. Ça dépend de quels sont tes objectifs. Est-ce que tu as envie de croître rapidement ou est-ce que c'est quelque chose que tu fais plus en dilettante, ou est-ce que tu es à fond dans ton projet et est-ce que tu vas réussir réellement à engager des gens à court terme qui seraient pas rémunérés? Est-ce que ces personnes-là sont investies aussi à fond dedans? Est-ce qu'elles ont un travail à côté ou des études? Je pense il serait judicieux en tout cas de s'associer assez rapidement ou de leur verser un salaire pour qu'elles manifestent un engagement certain. Ouais. Mais je pense que c'est à toi d'anticiper et de mettre les choses à plat assez rapidement pour que tu ne te retrouves pas dans l'embarras juste à 2 ou 3 finalement. Ouais. Du coup, en fait, la question, c'est ce que je me disais aussi, mais du coup, la question, c'est que déjà, il y a la question du financement, quoi. C'est que comme je suis vraiment early stage, que j'ai pas encore de clients, etc., c'est compliqué d'embaucher des gens. Ouais. Et après, c'est aussi la question de, du coup, comme j'ai pas fait de process de recrutement, j'ai pas vraiment choisi parmi d'autres candidats. Donc, est-ce que je me dis, est-ce que je me ferme pas des portes en me disant que du coup, je commence à payer ces personnes-là, alors que je sais pas si c'est en fait les meilleurs profils que j'aurais pu avoir, puisque c'est des personnes qui sont venues vers moi un peu spontanément ou que j'ai rencontrées via des mises en relation, etc., quoi. Donc, est-ce qu'il faut que je challenge le fameux problème du FOMO, mais est-ce que tu es satisfaite de ces volontaires? Oui, pour l'instant, ça se passe bien, mais après, effectivement, il y a le fait qu'ils soient en bénévole, donc j'ose pas peut-être leur demander autant que s'ils étaient rémunérés. Si tu en es satisfaite et tu sens que tu peux les engager, pourquoi pas leur proposer d'être associés? Je ne sais pas dans quelle mesure ils sont embarqués par le projet. Mais si tu as des doutes, moi je te conseille fortement d'aller regarder ce qui se passe sur le marché et de trouver le meilleur. Ok. Si tu n'as pas les moyens, pourquoi pas trouver un stagiaire aussi, ou trouver un co-founder qui lui aura aucune hésitation à s'associer avec toi. Ouais. Ok, ça marche. Ouais, c'est juste qu'en termes de... en fait, donc il y en a une qui est en market et l'autre qui est en UX design. Et je me dis que c'est pas forcément les compétences qui sont stratégiques pour m'associer avec ces profils, même si ça se passe bien, qu'on travaille bien et que je pense que je peux les engager sur le projet. Je me dis que c'est pas forcément. Moi, j'ai un profil, j'ai fait une école de commerce, donc je sais pas si c'est stratégique que je m'associe. Il me faudrait plus quelqu'un, soit tech, soit sales. Tu as un profil commerce sales ou... Moi, j'ai fait un master entrepreneuriat, donc je suis pas une commerciale, mais bon, je fais un peu tout, quoi. On entend tout et son contraire. Est-ce qu'il faut des profils complémentaires sur les co-founders? Il y a des contradictions là-dessus aussi. Il y a des profils parfois de sales qui fonctionnent très bien. Ouais. Je pense qu'il faut avant privilégier avec les co-founders une affinité et quelqu'un avec qui tu vas pouvoir partir sur le front à la guerre plutôt que de commencer à penser compétences complémentaires. Ok, ça marche. Quelqu'un qui soit ultra embarqué par ton projet, qui va rencontrer beaucoup d'obstacles. Donc, et après, rapidement, oui, il faudra ton profil tech, mais tu trouveras. Je ne sais pas quel business tu fais. Est-ce que c'est un SaaS que tu es en train de développer? Est-ce que la partie tech est importante? Non, c'est une appli. C'est une appli dans la mode. Ok. Voilà. Ouais, donc l'aspect tech est quand même important sur une application. Ouais.
Ouais, mais après, là, je pense à développer l'appli en no-code, donc l'UX designer, il est capable de le faire. J'ai pas forcément besoin d'un développeur. Autrement, ce qui serait parfait, c'est le combo d'avoir quelqu'un avec qui tu as de l'affinité et qui en plus est UX designer ou tech. Ouais. Mais moi, en tout cas, je privilégierais un deuxième entrepreneur ou un deuxième sales qui pourra se former sur du no-code facilement, mais qui sera motivé, quoi. Ok, ça marche. Bah, merci. Je t'en prie. Est-ce qu'il y a des questions supplémentaires? Questions. Ouais. Là, je crois qu'on a dépassé l'heure. Je sais que moi, j'ai un call après à enchaîner. Ouais, Mais n'hésitez pas si vous avez des questions, même par message. Si vous avez des questions plus tard, je répondrai avec plaisir. Message sur LinkedIn, vous avez mon prénom, n'hésitez pas à me contacter. Eh ben, génial, merci beaucoup. Et puis Manon m'a envoyé ta presse et j'ai enregistré, donc je vous transférerai à tous le replay. Ok, super. Merci à toi. Et merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, ciao, bonne journée.